Il existe une vérité que la physique lui a apprise après des années à regarder le ciel avec une honnêteté absolue. Et cette vérité est profondément dérangeante. Le passé n'a pas disparu. Pas du tout. En ce moment précis, pendant que tu lis ces mots, pendant que ton cœur bat et que l'air entre dans tes poumons, le passé existe encore. Quelque part dans cet univers, à des distances qui font vaciller l'esprit, la lumière de ce qui s'est passé il y a des millions d'années voyage encore vers toi. Et la raison pour laquelle cela devrait te terrifier autant que t'émerveiller a tout à voir avec la survie de notre espèce et rien à voir avec ce que tu crois. Mira, il y a une raison pour laquelle cela continue à se produire, une raison pour laquelle nous regardons le ciel et nous sentons à la fois immenses et minuscules, à la fois éveillés et absurdement ignorants. Et cette raison n'a rien à voir avec ce que tu penses. Alors reste là. Parce que ce que tu vas comprendre dans les prochaines minutes va changer la manière dont tu regardes chaque nuit étoilée pour le reste de ta vie. Il connaissait cette sensation depuis l'enfance. La première fois qu'il s'est allongé dans l'herbe un soir d'été, quelque part dans les faubourgs de New York, et qu'il a regardé le ciel sans défense, sans armure intellectuelle, juste un gamin qui regarde en haut et qui sent quelque chose d'énorme peser sur sa poitrine. Pas la peur, exactement. Quelque chose de plus honnête que la peur. Une sorte de vertige doux qui vient quand on comprend viscéralement que tout ce qu'on voit là-haut ne nous appartient pas et qu'on ne peut pas le contrôler. Il a passé sa vie entière à essayer de nommer cette sensation. Et la physique, avec toute son arrogance magnifique, lui a donné enfin une réponse. Ce que tu vois quand tu regardes le ciel nocturne, ce ne sont pas des étoiles, ce sont des fantômes. Des images du passé qui arrivent jusqu'à toi à travers le vide, portées par la lumière. Et cette lumière a mis tellement de temps à parcourir cet abîme que les sources qui l'ont émise ont peut-être cessé d'exister depuis longtemps. Et voilà la chose stupéfiante, la chose qui lui a toujours fait sourire avec ce mélange particulier d'humilité et d'enthousiasme qu'il ne pouvait jamais vraiment cacher. Cela signifie que le passé est réel, maintenant, en ce moment, dans l'espace qui t'entoure. Pas comme un souvenir, pas comme une métaphore. Littéralement, pense à ça une seconde. Quand tu regardes l'étoile Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de notre Soleil en dehors de notre système, tu la vois telle qu'elle était il y a un peu plus de 4 ans. Parce que la lumière qu'elle a émise il y a 4 ans vient juste d'arriver jusqu'à tes yeux. Si Proxima Centauri explosait aujourd'hui, tu ne le saurais pas avant 4 ans et quelques mois. Tu continuerais à la regarder, à lui sourire peut-être, sans savoir qu'elle n'est plus là. Et ça, c'est la voisine la plus proche. Maintenant, regarde vers la nébuleuse d'Andromède, cette petite tache floue que tu peux parfois apercevoir à l'œil nu par une nuit très claire. Ce que tu vois là, cette lumière qui entre dans ta rétine en ce moment, elle a quitté cette galaxie il y a 2 300 000 ans. 2 300 000 ans. À cette époque, les ancêtres de l'espèce humaine marchaient sur la terre africaine, taillaient des pierres et n'avaient aucune idée que quelque chose comme la conscience allait un jour émerger de leur lignée pour regarder en l'air et se demander d'où venait cette lumière. Cette lumière a traversé l'intégralité de l'histoire humaine pour arriver jusqu'à ton œil ce soir. Te suena? C'est ça l'univers. Un musée du passé qui voyage vers toi à 300 000 km par seconde. Verras, il ne faut pas être physicien pour comprendre ça. Il faut juste être honnête avec soi-même. Il faut accepter que l'univers n'est pas ce que tu vois, il est ce qui était. Et la différence entre ces deux formulations est peut-être la plus importante que la physique ait jamais produite. Si tu trouves ça fascinant, si tu sens ce vertige particulier qui vient quand la réalité te glisse entre les doigts comme de l'eau, alors tu es exactement le genre de personne qui devrait faire partie de cette conversation. Parce que cette chaîne existe pour les gens qui ne se contentent pas d'accepter le monde tel qu'il est présenté, qui veulent comprendre ce qui se passe vraiment derrière le rideau de l'apparence. Abonne-toi maintenant et laisse un commentaire en bas de cette vidéo avec la question que le ciel t'a posée un soir sans te donner de réponse. Il veut savoir ce qui te tient éveillé la nuit. Maintenant, parlons de ce qui nous menace vraiment. Il y a une vulnérabilité que l'espèce humaine a tendance à ignorer avec une régularité presque comique. Nous construisons des maisons, des villes, des civilisations entières, nous écrivons des lois et des poèmes et des algorithmes, et pendant tout ce temps, nous vivons sur une petite roche de 5 milliards d'années d'âge qui tourne autour d'une étoile de taille moyenne dans un bras spiral d'une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres galaxies, dans un univers dont nous ne comprenons pas encore les 95% de la composition. 95%.
Figeac, si quelqu'un te disait qu'il comprend son appartement à 5% et que les 95% restants sont soit de l'énergie sombre, soit de la matière noire et qu'il ne sait absolument pas ce que c'est, tu lui conseillerais peut-être de ne pas trop s'y installer confortablement. Et c'est exactement là où nous en sommes. La lumière du passé qui voyage vers nous n'est pas seulement une curiosité poétique, c'est une leçon cosmique sur notre propre finitude. Parce que si le passé voyage encore dans l'espace, si les photons de civilisation disparus continuent leur chemin à travers le vide, alors la question qui devrait nous tenir en éveil la nuit n'est pas seulement d'où vient cette lumière. La question est, qui va regarder la nôtre? Si l'humanité disparaissait demain, notre lumière continuerait à voyager. Les émissions radio que nous avons envoyées dans l'espace depuis un siècle environ forment une bulle de 100 années-lumière de diamètre autour de notre Soleil, se déplaçant vers l'extérieur dans toutes les directions. Ces signaux contiennent nos premières émissions de radio, nos premières images télévisées, nos conversations, nos chansons, nos querelles, nos déclarations d'amour. Pendant des millénaires encore, cette bulle continuera d'exister, portant le fantôme de notre civilisation à travers l'espace. Mais il n'y aurait personne ici pour le savoir. Et voilà le paradoxe que la physique lui posait avec une insistance presque cruelle. Nous sommes la première espèce sur cette planète à être consciente de sa propre extinction possible. Nous sommes la première espèce à comprendre que les extinctions de masse ont déjà eu lieu plusieurs fois dans l'histoire de la vie sur Terre. Nous sommes la première espèce à savoir que des astéroïdes existent, que des supernovas peuvent irradier des systèmes solaires entiers, que notre propre Soleil finira par engloutir cette planète dans environ 5 milliards d'années. Nous savons tout ça, et pourtant nous agissons comme si demain était garanti. Il a rencontré une fois un collègue, un astrophysicien brillant mais profondément pessimiste, qui lui a dit lors d'une conférence à Caltech « Nous sommes l'univers qui prend conscience de lui-même, et cette conscience va s'éteindre sans laisser de traces, c'est la seule certitude que la physique nous offre. » Il n'a pas répondu tout de suite. Il a regardé par la fenêtre, vers le ciel californien, et il a pensé à une chose très précise. Non, pas si nous faisons quelque chose à ce sujet. Parce que c'est là que réside le conflit véritable. Pas entre les nations, pas entre les idéologies. Le vrai conflit est entre ce que nous sommes, une espèce intelligente, curieuse, capable de comprendre la mécanique quantique et de composer des symphonies, et ce que nous faisons de cette intelligence, c'est-à-dire s'ouvre rien de suffisamment ambitieux. Pense à ce qui s'est passé avec les dinosaures. Ils ont régné sur cette planète pendant 160 millions d'années. 160 millions. L'Homo sapiens existe depuis environ 300 000 ans. Nous sommes un clignement d'yeux comparé aux dinosaures. Et pourtant les dinosaures, avec toute leur domination écrasante, n'ont pas vu l'astéroïde venir. Pas parce qu'il était invisible. Simplement parce qu'ils n'avaient pas de télescope. Nous avons des télescopes. Nous pouvons voir venir les menaces. Nous pouvons calculer les trajectoires, anticiper les catastrophes, développer des technologies pour les contrer. La question n'est pas de savoir si nous en sommes capables. La question est de savoir si nous en avons la volonté collective. Et là, honnêtement, la réponse est encore incertaine. Escucha, voici un fait qui devrait te mettre mal à l'aise. Il y a actuellement des milliers d'objets géocroiseurs dans notre système solaire, des astéroïdes et des comètes dont les orbites croisent celles de la Terre. Nous en avons catalogué une partie seulement. Les plus grands, ceux qui pourraient causer une extinction de masse, nous les connaissons à peu près bien. Mais les objets de taille intermédiaire, ceux qui pourraient détruire une ville entière ou déclencher des tsunamis capables d'effacer des nations côtières, il en reste des dizaines de milliers que nous n'avons pas encore répertoriés. Pas encore. Et le plus fascinant, le plus perversement fascinant, c'est que nous avons déjà les technologies nécessaires pour dévier un astéroïde si nous avons assez de temps. La mission DART de la NASA, qui a percuté l'astéroïde Dimorphos en septembre 2022, a prouvé que nous pouvons modifier l'orbite d'un corps céleste avec une précision suffisante. Nous avons fait ça. Nous avons changé la trajectoire d'un astre dans l'espace. Et puis nous sommes rentrés chez nous et nous avons regardé les informations du soir. Voilà le paradoxe de l'espèce humaine. Nous sommes capables de déplacer des montagnes cosmiques et en même temps, nous avons du mal à nous souvenir de regarder vers le haut. Mais la menace des astéroïdes, aussi réelle et concrète qu'elle soit, n'est même pas la chose la plus inquiétante quand on pense à la survie de l'humanité à long terme. Elle n'est que la plus facile à visualiser.
la plus proche, la plus compréhensible. La véritable question de fond, celle qui lui revenait sans cesse, est bien plus profonde et bien plus difficile à accepter. Cette question a un nom. On l'appelle la paradoxe de Fermi. Henrik, un ancien étudiant brillant qui avait suivi ses cours pendant 2 ans, lui a posé un soir après un séminaire: Si l'univers est si vieux et si vaste, pourquoi sommes-nous si seuls? Et il lui a répondu avec une lenteur calculée: c'est soit la meilleure nouvelle, soit la pire nouvelle de l'histoire de la science, et nous ne savons pas encore laquelle. Pense à ça maintenant. L'univers est âgé de 13 milliards 800 millions d'années. Notre Soleil n'a que 4 milliards 500 millions d'années, ce qui en fait une étoile relativement jeune par rapport à l'âge total du cosmos. Des étoiles semblables au Soleil ont existé des milliards d'années avant que le nôtre ne s'allume, ce qui signifie qu'il a pu exister des planètes habitables, des conditions favorables à la vie, des milliards d'années avant que la Terre ne se forme. Si la vie apparaît partout où les conditions le permettent, l'univers devrait en être rempli. Des civilisations devraient être apparues et disparues des millions de fois avant que nos ancêtres ne marchent droit pour la première fois. Et pourtant, silence. Pas un signal, pas un vestige détectable. Pas la moindre trace d'une technologie extraterrestre dans tout ce que nos télescopes ont observé. Le grand silence. Et voilà l'endroit où la physique se fait philosophie, où la science touche à quelque chose qui ressemble presque à de l'horreur. Parce qu'il y a 2 grandes catégories d'explications à ce silence, et les 2 sont profondément inquiétantes, mais de manière très différente. La première catégorie dit « La vie intelligente est extrêmement rare. Peut-être que la Terre est exceptionnelle, une combinaison si improbable de facteurs, la distance exacte au Soleil, la présence de la Lune pour stabiliser l'axe terrestre, la protection de Jupiter qui absorbe les astéroïdes comme un gardien de but cosmique, la composition chimique exacte des océans primitifs, que cette combinaison ne s'est produite qu'une seule fois ou presque dans tout l'univers observable. Si c'est le cas, nous sommes quelque chose d'inestimable et d'extraordinairement fragile, et notre extinction serait la disparition de la seule lumière de conscience dans un univers autrement aveugle. Ça, c'est la mauvaise nouvelle réconfortante. Nous sommes rares, donc nous sommes précieux. La deuxième catégorie d'explication est la plus troublante. Elle dit « La vie intelligente apparaît peut-être souvent, mais quelque chose l'efface avant qu'elle ne devienne interstellaire. Un filtre, un obstacle que toutes les civilisations suffisamment avancées rencontrent et que presque aucune ne franchit. Ce filtre pourrait être la découverte de l'énergie nucléaire et l'autodestruction qui s'ensuit. Ce pourrait être le changement climatique catastrophique et irréversible. Ce pourrait être une technologie que nous n'avons pas encore inventée, mais dont le potentiel destructeur est absolu. Et voici la question qui devrait te faire froid dans le dos. Ce grand filtre est-il derrière nous ou devant nous? Si la vie complexe est extraordinairement rare, si les extinctions de masse ont déjà filtré la plupart des candidats avant nous, alors le filtre est derrière nous. Nous avons survécu à l'obstacle le plus difficile. L'avenir est ouvert. Mais si nous découvrons un jour des traces de vie primitives sur Mars ou sur Europe, la lune glacée de Jupiter ou sur Encelade, la lune de Saturne avec ses geysers d'eau chaude, si nous trouvons que la vie a émergé indépendamment dans notre propre système solaire, alors la vie n'est pas rare. La vie est commune. Et si la vie est commune mais que l'univers reste silencieux, alors le filtre n'est pas derrière nous. Il est devant nous et nous nous approchons de lui. Loves, c'est pourquoi la recherche de vie extraterrestre n'est pas un luxe intellectuel, un divertissement de physiciens trop bien payés qui n'ont rien de mieux à faire. C'est peut-être la recherche la plus urgente de toute l'histoire humaine. Parce que la réponse à cette question, y a-t-il de la vie ailleurs, nous dit quelque chose d'absolument crucial sur nos propres chances de survie. Et si nous ne posons pas la question, nous n'aurons jamais la réponse. Maintenant, avant d'aller plus loin, il faut parler de quelqu'un. Pas d'une statistique, pas d'un chiffre abstrait. D'une personne réelle qui a fait un choix que beaucoup de gens font tous les jours. La mère de Polo était une femme brillante. Polo le disait toujours avec une fierté mêlée de tristesse. Elle avait la curiosité naturelle d'un scientifique, une capacité à poser des questions qui embarrassaient les professeurs, une mémoire photographique pour les détails. Quand Polo était enfant, elle lui montrait les constellations depuis le toit de leur maison au Brésil, elle lui expliquait les distances avec des comparaisons magnifiques, elle lui disait « si le soleil était une balle ». De football, la Terre serait un grain de poussière à 25 mètres de distance. Mais elle a arrêté,
Pas parce qu'elle le voulait, parce que la vie a pris toute la place. Le travail, les factures, les petites urgences quotidiennes qui consomment le temps comme un incendie consume le bois sec. Et peu à peu, la curiosité s'est tassée sous le poids de l'immédiat. Le ciel est devenu un décor, une surface qu'on traversait du regard sans jamais vraiment regarder. Polo lui a dit un soir après une longue absence, « Maman, tu as arrêté de regarder en haut. » Et elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit quelque chose qui lui est resté. « J'ai eu peur que ça ne serve à rien. » C'est le coup que lui a décrit Polo, et c'est un coup précis. 20 ans de questions posées à moitié, 20 ans d'émerveillement mis de côté, 20 ans d'un cerveau capable d'une connexion profonde avec le cosmos qui s'est convaincu que cette connexion était un luxe. Et la conséquence concrète, immédiate, terrestre, c'est qu'elle a transmis à ses enfants une relation au monde où la curiosité est dispensable, où regarder le ciel est quelque chose qu'on fait quand on a le temps, c'est-à-dire presque jamais. Et quand on multiplie cette histoire par des millions de personnes, on obtient une civilisation qui a les outils pour aller dans les étoiles et qui préfère regarder ses pieds. C'est le danger réel. Pas seulement l'astéroïde, pas seulement le soleil qui mourra un jour. Le danger réel est une espèce qui se laisse engourdir par le confort de l'immédiat au point de ne plus voir l'urgence cosmique de sa propre existence. Mira, il avait une façon de parler de ça qui coupait court à toute complaisance. Il disait que l'ignorance choisie est la seule forme d'extinction que nous méritons vraiment, parce que c'est la seule que nous infligeons à nous-mêmes. Et maintenant, laissons monter la pression un peu, parce que nous n'avons pas encore parlé de ce qui se passe dans 5 milliards d'années. Et la raison pour laquelle le présent de cette menace lointaine est en réalité la raison la plus urgente d'agir maintenant. Notre Soleil est une étoile de la séquence principale. Ça veut dire qu'il brûle de l'hydrogène dans son cœur par fusion nucléaire et qu'il le fera pendant encore environ 5 milliards d'années. Ensuite, l'hydrogène s'épuisera dans le cœur central. Le Soleil commencera à brûler l'hydrogène dans une couche autour du cœur, et en faisant cela, il va se dilater. Pas graduellement dans un sens qui nous laisse le temps de nous adapter. Il va se dilater en une géante rouge qui engloutira Mercure, puis Vénus, puis très probablement la Terre. La Terre sera vaporisée. Mais ici, attention, parce que 5 milliards d'années, c'est un chiffre qui endort la vigilance. On entend ça et on pense, ce n'est pas mon problème. Mes arrière petits-enfants à la puissance 1 million régleront ça. Et voilà exactement le type de raisonnement que la physique lui a appris à détester. Parce que 5 milliards d'années, c'est le deadline final. Mais bien avant ça, dans environ 1 milliard d'années, le Soleil sera suffisamment plus chaud qu'aujourd'hui pour rendre les océans terrestres intenables. La luminosité du Soleil augmente d'environ 10% tous les milliards d'années, et dans 1 milliard d'années, cette augmentation sera suffisante pour déclencher un effet de serre incontrôlable qui évaporera les océans de la Terre. 1 milliard d'années, c'est encore énorme, dira quelqu'un, mais l'histoire de la vie complexe sur Terre a environ 500 millions d'années. Nous parlons donc d'un délai de 2 fois l'histoire de la vie complexe. Ce qui semble beaucoup, jusqu'à ce qu'on réalise que devenir une espèce multiplanétaire, puis multistellaire, demandera probablement des dizaines de milliers d'années de développement technologique progressif. Nous n'avons pas l'éternité pour commencer. Nous avons maintenant. Et si nous attendons, si nous laissons passer des générations dans l'indifférence, dans le luxe confortable d'un présent qui semble garanti, nous accumulons un retard que nos descendants ne pourront peut-être pas compenser, parce que les civilisations ne meurent pas d'un coup, en général. Elles meurent par atrophie, par perte progressive de curiosité, par un désintérêt croissant pour les grandes questions au profit des petites urgences immédiates. Comme la mère de Paulo, Véras, voici ce que la physique lui a appris sur le temps et l'urgence. Le moment où une action devient urgente n'est jamais le moment où la conséquence se produit. C'est beaucoup plus tôt. C'est maintenant, toujours maintenant, parce que le temps est la seule ressource que l'univers ne rembourse jamais. Et maintenant, abordons quelque chose qui lui tenait à cœur d'une façon très particulière, quelque chose qu'il expliquait avec une patience presque tendre, comme si c'était important de ne pas aller trop vite sur ce point. La nature du temps elle-même et ce qu'elle nous dit sur l'urgence de notre expansion cosmique. Nous avons commencé avec le passé qui existe encore. Revenons-y, mais plus profondément cette fois. La relativité restreinte d'Einstein, une théorie que lui-même adorait pour son élégance terrifiante, nous dit quelque chose de fondamental. Il n'existe pas de présent universel. Il n'y a pas un moment unique qui soit simultané pour tous les observateurs dans l'univers. Le présent est local.
Ce qui est maintenant pour toi n'est pas maintenant pour un observateur qui se déplace différemment ou qui se trouve dans un champ gravitationnel différent. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique. Et ça signifie que quand tu regardes cette galaxie à 2 300 000 années-lumière de distance, tu ne vois pas son passé depuis ton présent. Tu vois simplement une région de l'espace-temps qui est causalement déconnectée du tien. Le passé, là-bas, est aussi réel que ton présent ici. Ces photons qui arrivent dans ton œil sont les témoins d'événements qui ont autant de réalité physique que ce que tu ressens en ce moment. L'univers ne trie pas ces événements en passé, présent et futur de façon universelle. Il les organise en un bloc espace-temps où tout ce qui s'est produit existe encore, gravé dans la géométrie du cosmos. C'est le bloc univers, l'une des implications les plus vertigineuses de la relativité. Il aimait cette idée parce qu'elle avait une conséquence pratique immédiate sur la façon dont on comprend l'urgence. Si le passé est permanent, gravé dans le tissu de l'univers, alors chaque chose que nous faisons maintenant devient également permanente. Chaque choix que l'humanité fait aujourd'hui sur sa trajectoire spatiale s'inscrit dans le bloc univers avec la même irrévocabilité que la lumière d'Andromède qui voyage vers nous. Nous ne pouvons pas effacer ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas revenir en arrière et décider de commencer plus tôt. Ce que nous faisons maintenant est éternel. Et voilà le paradoxe magnifique. L'espèce qui a découvert que le passé ne disparaît jamais est la même espèce qui agit comme si les conséquences de ses inactions actuelles pouvaient être annulées plus tard. Nous connaissons la physique du temps et nous ignorons ce qu'elle nous dit sur notre propre responsabilité. Alors maintenant, parlons des solutions. Pas des rêves, pas des science-fiction, mais des technologies et des approches scientifiques réelles qui sont soit en cours de développement, soit déjà existantes et qui représentent les véritables chemins vers une humanité multiplanétaire. Le premier et le plus immédiat est ce qu'on appelle déjà la colonisation de Mars. Et avant que tu ne lèves les yeux au ciel, comme si c'était une idée de milliardaire excentrique avec trop d'argent, laisse-le expliquer pourquoi c'est profondément, fondamentalement sérieux. Mars n'est pas une solution de confort, c'est une solution de redondance. En informatique, quand tu as des données importantes, tu ne les gardes pas en un seul endroit. Tu fais des sauvegardes. Tu distribues l'information sur plusieurs systèmes pour qu'une panne unique ne puisse pas tout effacer. Mars est la première sauvegarde de l'humanité, pas un paradis, pas un endroit où vivre mieux qu'ici. Un endroit où assurer la continuité de la conscience humaine si quelque chose devait rendre la Terre temporairement ou définitivement inhabitable. Et les défis sont réels, colossaux, magnifiques dans leur complexité. La distance d'abord. Mars est en moyenne à 225 millions de kilomètres de la Terre, ce qui représente un voyage de 6 à 9 mois avec les technologies actuelles de propulsion chimique. C'est long, c'est isolant, c'est physiologiquement brutal. L'exposition aux radiations cosmiques pendant ce trajet, en l'absence de la protection magnétique terrestre, est un problème sérieux que les ingénieurs travaillent activement à résoudre avec des blindages à base d'eau ou de polyéthylène chargé d'hydrogène. L'atmosphère de Mars, ensuite, elle est très ténue, 100 fois moins dense que la nôtre et composée à 95% de dioxyde de carbone, pas respirable. Mais la mission MUXI, embarquée à bord du rover Perseverance, a démontré qu'il est possible de produire de l'oxygène directement à partir du dioxyde de carbone martien par électrolyse. Nous avons prouvé que ça marche sur Mars. Maintenant, il faut le faire à grande échelle. La température. Les nuits martiennes descendent à moins 120 degrés Celsius dans les régions polaires. Mais à l'équateur martien en été, les températures de jour peuvent atteindre 20 degrés Celsius. Ce n'est pas inhospitalier dans l'absolu. C'est ingénieriquement gérable. Et la gravité martienne, à 38% de la gravité terrestre, est suffisante pour maintenir une atmosphère artificielle dans des habitats pressurisés et pour limiter les effets de la microgravité sur le corps humain, même si les effets à long terme sur la santé nécessitent encore beaucoup de recherche. Mais ce qui l'a toujours excité par-dessus tout dans Mars, ce n'est pas la colonisation elle-même, c'est ce qu'on pourrait trouver en cherchant. Parce que Mars avait de l'eau liquide en surface il y a environ 3,5 milliards d'années, des océans et des lacs, des conditions qui sur Terre à la même époque ont permis à la vie d'émerger. La question de savoir si la vie a jamais existé sur Mars sous forme microbienne dans ces anciens environnements aquatiques est l'une des questions scientifiques les plus importantes jamais posées. Et si nous trouvons des traces de vie passées sur Mars, même des molécules organiques complexes ou des structures fossiles microscopiques, nous aurons la réponse à la question la plus fondamentale de notre existence.
Sommes-nous seuls? Parce que si la vie est apparue 2 fois dans notre seul système solaire, la probabilité qu'elle soit répandue dans tout l'univers devient astronomiquement plus haute. Et si elle est répandue, alors le grand filtre est probablement devant nous et nous ferions mieux d'y réfléchir très sérieusement. Voilà pourquoi la mission vers Mars n'est pas une question de prestige national ou de compétition entre milliardaires. C'est une question de connaissance, une question de compréhension de notre propre place dans le cosmos. Et cette compréhension, selon lui, est la seule chose qui peut réellement motiver une espèce à agir avec la sagesse nécessaire pour survivre à long terme. Maintenant, au-delà de Mars, au-delà de notre système solaire, il y a les étoiles. Et là, les défis changent de nature d'une façon qui exige une révolution complète dans notre façon de penser la propulsion. Alpha Centauri, le système stellaire le plus proche, est à 4,2 années-lumière. Avec nos meilleures technologies de propulsion chimique actuelles, le voyage prendrait environ 70 000 ans. 70 000 ans, c'est 10 fois plus long que toute l'histoire documentée de l'humanité. Clairement inutilisable. Alors les physiciens et les ingénieurs ont commencé à penser différemment. Et certaines des idées qu'ils ont développées sont si audacieuses qu'elles semblent sorties d'un roman de science-fiction, sauf qu'elles reposent sur de la physique réelle. Le concept Breakthrough Starshot, par exemple, propose d'accélérer des nanovoiliers de quelques grammes à 20% de la vitesse de la lumière en utilisant des lasers puissants depuis la surface terrestre. À 20% de la vitesse de la lumière, le voyage vers Alpha Centauri prendrait une vingtaine d'années. Ces nanovoiliers, pas plus grands qu'un timbre-poste, transporteraient des instruments miniaturisés capables de photographier les planètes du système Alpha Centauri et de renvoyer les données vers la Terre. Pas des humains, pas encore, mais des yeux. Nos premiers yeux vers les étoiles. Et là, la question que tu te poses peut-être, est-ce que c'est vraiment possible ou c'est juste une belle histoire? La réponse honnête, c'est que les défis d'ingénierie sont énormes. La précision nécessaire pour pointer les lasers sur un voilier de quelques grammes pendant les minutes nécessaires pour l'accélérer. La résistance des matériaux à cette accélération brutale. La miniaturisation des instruments, la transmission de données sur des années-lumière avec une puissance d'émission dérisoire. Mais aucun de ces défis ne viole une seule loi de la physique. Et c'est ça qui compte. La physique autorise. L'ingénierie doit maintenant trouver comment. Il y a une autre approche, plus lente mais potentiellement applicable aux humains, les vaisseaux à propulsion nucléaire. L'idée d'utiliser des explosions nucléaires répétées pour propulser un vaisseau, connu sous le nom de projet Orion, dans sa version originale des années 50, permettrait théoriquement d'atteindre plusieurs pour cent de la vitesse de la lumière. Suffisamment pour envisager des voyages vers les étoiles les plus proches en quelques siècles plutôt qu'en millénaires. Et des siècles, c'est quelque chose qu'une civilisation engagée peut planifier et réaliser. Mais voilà où le paradoxe de l'espèce humaine se manifeste avec le plus de force. Nous avons la physique, nous avons les concepts, nous avons même commencé le développement de certaines technologies. Ce qui nous manque, c'est la décision collective de mettre ces efforts au centre de notre civilisation plutôt qu'en périphérie. Et cette décision, personne ne peut la prendre à ta place. Escucha, il avait une façon de parler de la responsabilité individuelle en science qui était particulièrement frappante. Il disait que la science n'est pas une institution, c'est un comportement. Ce n'est pas quelque chose que font les autres dans des laboratoires lointains. C'est la façon dont toi, maintenant, aujourd'hui, tu décides de regarder le monde. Avec ou sans honnêteté, avec ou sans curiosité, avec ou sans la volonté de changer d'avis quand les faits l'exigent. Et cette façon d'être, transmise d'une personne à une autre, d'une génération à une autre, est la seule chose qui peut construire une civilisation capable de survivre à ses propres défis cosmiques. Tu te souviens de la lumière d'Andromède que nous avons évoquée au début? Cette lumière émise il y a 2 300 000 ans qui a traversé l'intégralité de l'histoire humaine pour arriver jusqu'à ton œil. Voilà ce que lui comprenait dans ce voyage. Cette lumière a traversé toutes les extinctions, toutes les catastrophes, toutes les périodes de silence et d'obscurité cosmique, et elle est arrivée jusqu'ici, jusqu'à un être conscient capable de la reconnaître pour ce qu'elle est. Ce n'est pas anodin. La conscience qui reconnaît la lumière des étoiles est peut-être la chose la plus rare et la plus précieuse de l'univers. Et nous l'avons en ce moment fragile et brillante, sur ce petit point bleu qui tourne autour d'une étoile de taille modeste, dans un bras spiral d'une galaxie parmi des centaines de milliards. Mais nous ne l'aurons pas toujours si nous ne faisons rien. Et voilà la résolution du mystère que nous avons ouvert au tout début.
Cette question qui revenait comme un refrain tout au long de cette conversation. Pourquoi cela continue-t-il à se produire, cette sensation d'être à la fois immense et minuscule, à la fois capable de tout et menacé de rien? La réponse est précisément dans la physique du passé qui voyage vers nous. Chaque photon de lumière stellaire qui entre dans ton œil est un message du cosmos qui dit « Tu n'es pas la première conscience à exister ». D'autres ont peut-être existé avant toi dans d'autres systèmes, d'autres galaxies, d'autres époques, mais tu es peut-être la seule qui existe maintenant, ici, dans cette région observable de l'univers. Et tu as quelque chose qu'aucun être avant toi sur cette planète n'a jamais eu, la connaissance de ton propre danger et les outils pour y répondre. C'est à la fois la chose la plus humiliante et la plus exaltante que la physique puisse dire à un être humain. Humiliante parce qu'elle révèle à quel point nous sommes petits, contingents, improbables. Une combinaison de hasards qui aurait très bien pu ne jamais se produire. Exaltante parce que si nous sommes là, malgré l'improbabilité, malgré les extinctions de masse, malgré les milliards d'années de chaos cosmique, alors peut-être que nous avons déjà franchi quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que nous sommes l'exception plutôt que la règle. Et si nous sommes l'exception, alors notre disparition ne serait pas simplement la mort d'une espèce. Ce serait l'extinction d'une lumière que l'univers a mis 13 milliards 800 millions d'années à allumer. Véras, il revoyait souvent dans son esprit l'image de Carl Sagan regardant cette photo de la Terre prise par Voyager depuis les confins du système solaire. Un point bleu pâle suspendu dans un rayon de lumière. Et Sagan avait dit quelque chose d'une beauté déchirante. Tout ce que l'humanité a jamais connu, aimé, espéré, tout se passe sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Mais voici ce qu'il ajoutait à cette image, avec son propre enthousiasme particulier qui ne ressemblait à personne d'autre. Ce grain de poussière est conscient de lui-même, et ça change tout. Un grain de poussière qui ne sait pas qu'il est poussière ne peut rien faire. Mais un grain de poussière conscient de sa propre fragilité peut décider de ne pas rester poussière. Peut décider de se répandre, de s'étendre, de chercher d'autres grains de poussière dans l'obscurité du cosmos. Et si ce n'est pas suffisamment remarquable pour te tirer de ton canapé et te faire lever les yeux, alors il ne sait pas ce qu'il est. Parce que regarde ce que nous avons fait. Regarde ce que cette espèce improbable, sortie de l'océan il y a quelques centaines de millions d'années, a accompli en à peine quelques milliers d'années de civilisation. Nous avons développé les mathématiques pour décrire la courbure de l'espace-temps. Nous avons construit des télescopes capables de voir jusqu'aux limites observables de l'univers. Nous avons envoyé des sondes qui ont quitté notre système solaire et qui, en ce moment, naviguent dans l'espace interstellaire. Voyager 1 et Voyager 2, lancés en 1977, ont quitté l'héliosphère et se trouvent maintenant dans l'espace interstellaire. Elles portent des disques d'or contenant des sons et des images de la Terre, comme des bouteilles à la mer cosmique jetées dans l'océan infini de l'espace. Si un jour quelqu'un les trouve, ils sauront que nous avons existé. Mais lui voulait plus que ça. Il ne voulait pas que l'humanité ne laisse qu'un disque d'or comme épitaphe. Il voulait qu'elle soit là, vivante, curieuse, en train de poser des questions dans des systèmes solaires que nous n'imaginons même pas encore. Et la façon d'y arriver commence exactement ici, par la curiosité. Par le refus de se contenter d'une vie dans laquelle le ciel est un décor plutôt qu'une invitation. Par la compréhension que la science n'est pas une discipline académique réservée à ceux qui ont passé des diplômes, mais une façon de regarder le monde avec honnêteté. Par la réalisation que chaque fois que tu regardes une étoile et que tu te demandes ce qu'elle est, d'où elle vient, si quelqu'un d'autre la regarde depuis l'autre côté, tu participes à quelque chose qui dépasse infiniment ta vie individuelle. Tu participes à l'effort collectif d'une espèce qui essaie de comprendre sa propre place dans l'univers. Et cet effort, aussi modeste qu'il semble depuis ton salon ou ton toit un soir d'été, est peut-être la chose la plus importante qu'un être humain puisse faire. Il se souvient d'une conversation avec une collègue, une cosmologiste qui travaillait sur les fonds diffus cosmologiques et qui lui a dit un soir, avec une simplicité désarmante, « Tu sais ce qui me plaît dans ce travail, c'est que chaque fois que je résous une équation sur l'origine de l'univers, j'ai l'impression de rembourser une dette. » Il lui a demandé quelle dette, et elle a dit « La dette envers tout ce qui a dû arriver pour que je sois là à poser la question. » C'est ça, l'esprit scientifique dans sa forme la plus pure. Pas l'arrogance de croire qu'on comprend tout, l'humilité de reconnaître l'immensité de ce qu'on ne comprend pas encore et la gratitude d'être là pour essayer. Alors voilà où nous en sommes, le passé existe encore.
Chaque étoile que tu vois est un fantôme lumineux qui voyage vers toi depuis des millénaires ou des millions d'années. L'univers est un musée gigantesque de tout ce qui s'est produit, et la lumière est la médiatrice qui transporte ces archives à travers le vide. Mais nous ne sommes pas des archives, nous ne sommes pas des fantômes. Nous sommes vivants maintenant sur ce point bleu fragile et nous avons une fenêtre de temps qui n'est ni éternelle ni garantie pour décider de ce que nous voulons être en tant qu'espèce. Est-ce que nous voulons être l'espèce qui a compris les lois de l'univers et qui a néanmoins décidé de ne pas s'en servir pour survivre? Ou est-ce que nous voulons être l'espèce qui a pris sa fragilité au sérieux, qui a regardé le grand silence du cosmos avec honnêteté et qui a décidé d'y répondre par de l'action plutôt que par de l'indifférence? Cette question, elle est posée maintenant. Elle est posée à toi, à chacun de ceux qui regardent ce ciel nocturne et qui sentent ce vertige particulier qui vient quand on comprend vraiment à quel point tout cela est immense et à quel point nous y sommes. Minuscule. Le passé ne disparaît pas. Il voyage. Il arrive jusqu'à nous depuis des millions d'années pour nous dire quelque chose. Et ce quelque chose, s'il devait le formuler en une seule phrase avec toute la clarté et l'urgence que la physique lui a enseignée, ce serait ceci. La lumière de demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est maintenant. Mira, si cette conversation t'a donné ce vertige particulier, ce mélange de terreur et d'émerveillement qu'il a toujours considéré comme la réaction la plus honnête à la réalité de l'univers, alors partage-la. Parce que chaque personne supplémentaire qui regarde le ciel avec ses yeux, les yeux de quelqu'un qui comprend vraiment ce qu'il regarde, est une personne de plus qui participe à l'effort collectif de l'humanité pour survivre à sa propre existence. Laisse un commentaire. Dis-lui ce que tu vois quand tu regardes le ciel la nuit. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer ces questions avec lui, parce qu'il y en a encore des centaines qui attendent d'être posées. Et la prochaine fois que tu regardes une étoile, souviens-toi, tu ne regardes pas le passé. Tu reçois un message du passé. Et la question de savoir si tu vas y répondre ou non appartient entièrement à toi.